Je tiens à espérer que tout va pour le mieux de votre côté. En tout cas, hier, vous avez été nombreux à diffuser massivement les révélations concernant l'arrestation du docteur Juice Lama, économiste et ingénieur financier, dont la faute aura été de proposer une analyse sérieuse et technique du méga-projet Erbilay. Vous avez été incroyablement solidaires et je vous en remercie sincèrement. Grâce à vous, ces informations ont pris d'assaut les réseaux sociaux en Algérie et les réactions n'ont pas tardé à fuser. Indignation, solidarité. Des voix se sont élevées pour dénoncer cette situation, notamment en ce qui concerne l'arrestation de ce spécialiste des affaires économiques qui, je vous le rappelle, est toujours derrière les barreaux à l'heure actuelle. Et là, j'insiste bien, nous parlons de l'Algérie de 2026 sous le régime de Abdelmadjid Tebboune, une Algérie où un économiste, un expert reconnu, un directeur de cabinet ayant collaboré avec de grandes entreprises algériennes et internationales, se retrouve en prison depuis 5 jours sans que même sa famille n'en ait été informé. Un drame qui témoigne des dérives inquiétantes de la situation politique actuelle. C'est à nous, les Algéripades, qu'on doit la révélation de la localisation exacte de notre cher économiste. En ce moment, il se trouve détenu à la brigade de recherche de Bjdid. Et tout ça pour avoir osé, lors d'une émission sur Nahar TV, émettre un avis critique, mais fondé, scientifique et rationnel, concernant les failles possibles du gigantesque projet Erbilay. Lorsque notre collègue Saïd Benzed a eu la brillante idée de repartager cette séquence, où le docteur Juice Lama exposait ses préoccupations, la présidence algérienne n'a pas du tout apprécié. Visiblement, cela n'a pas du tout plu à Tebboune, qui a été informé de la situation et n'a pas tardé à donner l'ordre de l'arrêter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de vérifier les dernières informations, de les recouper pour vous les fournir mises à jour, et nous vous les communiquerons bien sûr très bientôt. Si vous voulez vraiment soutenir Juama, si vous souhaitez sincèrement contribuer à sa libération et si vous avez l'intention de vous mobiliser pour cet économiste patriote, cet homme d'intégrité qui dirige un cabinet d'ingénierie économique à Alger, il est grand temps de montrer votre solidarité. Lui qui n'a fait qu'utiliser ses compétences et son expertise pour éclairer le grand public sur les avantages et les inconvénients du projet Erbilay n'a absolument rien fait de répréhensible. La meilleure façon de l'aider est de parler, de diffuser la vérité, de ne pas avoir peur de dénoncer ce qu'on nous cache. Le projet de Erbilay, c'est un gouffre financier, un véritable puits sans fond. Mais attention, il ne s'agit pas de se retourner contre notre pays. Nous rêvons d'une Algérie prospère, industrialisée et développée. Cela, nous l'avons toujours voulu, bien avant l'arrivée de Tebboune et bien avant la crise de 2019. Nous luttions déjà à cette époque à Alger, sur BTV, Jazaya, KBC, Algéripart, sur Facebook, à la télévision, chaque jour pour expliquer les enjeux économiques. Nous proposions une vision claire, un véritable projet pour l'avenir de l'Algérie, en donnant la parole à des experts, des entrepreneurs, des compétences algériennes, avec des idées et des solutions pour faire avancer le pays. Nous n'avons pas attendu l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune pour constater l'ampleur des dégâts. Mais il faut bien admettre que Erbilay, c'est un gouffre financier sans fond. Le coût total du projet va frôler les 30 milliards de dollars, pour un retour sur investissement qui, soyons clairs, sera dérisoire. Ce projet ne pourra jamais être rentable, car il repose sur l'exploitation d'un minerai de fer situé au bout du monde, dans le désert. Pour l'exploiter, il faudra des quantités énormes de gaz et un réseau de transport très coûteux, totalement irréaliste et inadapté. Et même en exportant, avec les fluctuations du marché mondial, l'Algérie mettra probablement plusieurs décennies avant de récupérer son investissement, probablement pas avant 2040. Pendant ce temps, ces dizaines de milliards de dollars pourraient être utilisés autrement, dans des secteurs bien plus rentables et qui propulseraient réellement l'économie du pays. Les énergies renouvelables, l'exploitation du gaz de schiste, l'industrie de montage, les nouvelles technologies ou même l'agriculture. Ce sont des investissements bien plus judicieux, bien plus rentables et qui permettraient de faire avancer l'Algérie beaucoup plus rapidement. La rentabilité du projet, Erbilay? Franchement, elle semble quasiment impossible. Pour qu'il devienne rentable, il faudrait carrément un miracle. On vous a parlé de son coût faramineux la dernière fois et aujourd'hui, on va vous en donner un autre exemple qui montre clairement qu'il va coûter bien plus cher que ce qui est annoncé. Sur le plan technique, c'est une véritable montagne et ce projet va faire exploser le budget. Vous vous souvenez qu'on a déjà abordé le sujet du gaz?
Eh bien, Rajbilet va engloutir des quantités astronomiques de gaz naturel. Des milliards de dollars, des milliards de mètres cubes de gaz. Pour vous donner une idée de l'ampleur, regardez l'émission du 10 janvier 2026. Comment l'Algérie va gaspiller son gaz pour satisfaire les caprices de Tebboune. Si vous ne l'avez pas encore vue, il est grand temps de la regarder, car nous avons détaillé des chiffres précis et alarmants. Lors du lancement du projet, on parle de besoins en gaz qui peuvent frôler le milliard d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliard d'euros. Des chiffres qui font vraiment réfléchir. En plus du gaz dont on a parlé, imaginez que lorsque le projet de Rajbilet commencera à produire de manière constante, il consommera à lui seul entre 15 et 20 % de la totalité de la consommation de gaz naturel de l'Algérie. Autrement dit, des dizaines de milliards de dollars seront engloutis d'ici 2040 et tout cela pour un projet qui pourrait ne jamais générer de retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien utiliser ce gaz pour l'exporter directement sur le marché mondial, par exemple en le transformant en GNL. Mais non. Et ce n'est pas tout. Le traitement du minerai de fer de Rajbilet coûtera aussi une fortune. Ces traitements chimiques et thermiques représentent environ 20 % du coût total de la transformation, sans compter la logistique et un train de 950 km, ce qui ajoute encore une charge supplémentaire énorme. Mais au-delà du gaz et des coûts de traitement, il y a l'eau. Rajbilet va avoir un appétit insatiable pour l'eau. Dès son lancement, ce projet nécessitera l'équivalent de 3 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants. Et devinez quoi? Cette eau n'est tout simplement pas disponible dans la région. Nous sommes dans une zone désertique où les nappes phréatiques de Tindouf ne suffisent pas à subvenir à un tel besoin. Il faudra donc faire venir l'eau depuis Adrar à 1300 km de distance. Oui, 1300 km. C'est la distance qu'il faudra parcourir pour pomper cette eau depuis la région d'Adrar, une véritable folie pour un projet qui ne semble déjà pas viable sur le papier. En plus de tous les coûts déjà mentionnés, l'exploitation et la transformation du minerai de Rajbet nécessiteront un investissement colossal pour l'approvisionnement en eau. En effet, il faudra compter pas moins de 1300 km pour acheminer l'eau nécessaire à la production. Ce projet, déjà coûteux, va donc encore plus peser sur la rentabilité du projet Rajbet. Mais comment tout cela va-t-il se passer concrètement? Eh bien, l'État algérien devra mettre en place un immense pipeline, ce fameux projet de transfert d'eau sud-sud, qui n'est autre qu'un autre méga-projet à lui tout seul. Ce pipeline, d'environ 1300 km de long, devra transporter l'eau depuis les nappes phréatiques de la région d'Adrar jusqu'au site de Rajbet, situé dans la région de Tindouf. Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi construire un réseau de collecte d'eau de 600 km via des forages pour capter les eaux souterraines profondes. Autant dire qu'il s'agit là d'un investissement colossal pour installer un tel réseau. Et au final, le coût estimé pour tout cela? Entre 3 et 4 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 3 à 4 milliards. C'est juste astronomique. En plus de la construction du chemin de fer, de l'utilisation du gaz et des usines de transformation, il y a toute une série de procédés industriels à mettre en place pour assurer la production de Rajbet. Le montant des investissements nécessaires est tout simplement colossal. Pourquoi? Parce que certains experts estiment que cela pourrait atteindre jusqu'à 6 milliards de dollars. C'est vraiment une somme faramineuse, surtout quand on se souvient du dernier grand projet réalisé par l'Algérie, le transfert d'eau entre Assala et Tamas sur une distance de 750 km. Ce projet avait vu le jour sous la présidence de Bouteflika et il avait coûté à l'État algérien près de 2,5 milliards de dollars pour ces 750 km. C'était une initiative phare à l'époque, un projet d'envergure qui avait permis de transporter de l'eau de la région de Salah à Tamanrasset. Il avait été inauguré autour de 2011 ou 2012, bien avant 2013. Pour ce projet, on avait mis en place 48 forages, 2 conduites parallèles de 750 km chacune, 6 stations de pompage, 2 réservoirs de 50 000 m3 et une station de déminéralisation d'une capacité de 100 000 m3. Tout cela pour un coût de 2,5 milliards de dollars à l'époque.
C'était un projet stratégique, certes, mais il a coûté une véritable fortune. Et si aujourd'hui Tamanrasset compte pratiquement le double d'habitants, avec plus de 200 000 personnes, il ne faut pas oublier que, à l'époque, ce projet avait représenté une immense somme d'argent. Alors voilà, 2,5 milliards de dollars pour un projet de transfert d'eau. Et devinez quoi? C'était un succès. Oui, un véritable succès, à tel point que l'Algérie prévoit de lancer un projet encore plus ambitieux, l'équivalent de 2 fois ce projet. Un projet qui pourrait coûter environ 4 milliards de dollars, surtout avec la dépréciation du dinar, la participation d'entreprises étrangères et, bien sûr, les infrastructures qui s'ajouteront à tout cela. Pour commencer, il faudra mettre en place un champ de captage d'eau et forer des puits profonds à plus de 1000 mètres de profondeur dans les nappes phréatiques de l'Algérie. Mais ce n'est que le début. Il faudra aussi construire des stations de pompage gigantesques, car pour faire arriver l'eau à destination sur 1300 km à travers le désert, il faut énormément d'énergie. Et cela pourrait même nécessiter la création de centrales électriques dédiées, fonctionnant soit à l'énergie solaire, soit à base de gaz. Ensuite, il y a l'utilisation de cette eau dans les usines de traitement du minerai. Une partie de cette eau sera utilisée pour nettoyer et purifier le minerai de fer qui est pollué par le phosphore. Autant dire qu'il faudra créer des unités chimiques sur place, à Rajbet, pour traiter cette eau et purifier le minerai. Voilà un projet qui promet des dépenses énormes et une complexité technique hors du commun. Alors oui, ça représente une somme colossale. Un projet qui va coûter entre 4 et 6 milliards de dollars, je tiens à le souligner, entre 4 et 6 milliards de dollars. Et la grande question qui se pose, que beaucoup d'experts comme Zoher et Jama se demandent, c'est est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce projet justifie un tel investissement? Parce que, soyons clairs, sans cette eau, qui devra parcourir 1300 km depuis Adrar, Rajbet ne pourra pas être mis en marche. Il ne pourra tout simplement pas fonctionner. Mais pourquoi Rajbet a-t-il besoin de cette eau? Eh bien, pour traiter le minerai, bien sûr. Le minerai de fer de Rajbet contient une quantité importante de phosphore, ce qui le rend difficilement exploitable. Pour le rendre commercialisable, il doit subir un long processus de déphosphoration, un procédé extrêmement coûteux en eau. En fait, c'est un véritable puits sans fond en termes de consommation d'eau. Ce minerai est tellement pollué par le phosphore qu'il n'est pas du tout comparable à d'autres types de minerais comme celui de Wenza par exemple, comme l'a expliqué Djous Lama. Nous avons certes de vastes réserves de fer, la 3e plus grande réserve au monde, mais il s'agit d'un fer difficile à exploiter en raison de cette pollution au phosphore. Pour purifier ce minerai, une quantité énorme d'eau sera nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines hypothèses, lorsqu'il sera enfin opérationnel à 100%, Rajbet pourrait utiliser ce qu'on appelle un slurry pipeline, autrement dit, un pipeline destiné à transporter le minerai sous forme de boue. Oui, vous avez bien entendu. Ce minerai de fer, pour être transporté vers les usines de transformation, devra être transformé en boue. Ce procédé augmentera donc de manière drastique la consommation d'eau. Il sera indispensable d'utiliser une quantité colossale d'eau juste pour cette opération. Et ce n'est toujours pas fini. Une fois que tout sera en place, des milliers d'employés devront vivre sur le site, ce qui nécessitera également une énorme quantité d'eau pour leurs installations de vie, le refroidissement des équipements et autres besoins. Imaginez un peu, ces 3 millions de mètres cubes d'eau qui seront extraits de la région équivalent à l'eau nécessaire pour alimenter une ville de 40 000 habitants. Et tout cela pour financer un projet dont la rentabilité est encore incertaine. Parce qu'en réalité, pour que Rajbet devienne rentable, il faudrait que la production atteigne 50 millions de tonnes, ce qui est irréaliste avant 2040. Ce n'est tout simplement pas possible. Il faudra aussi exporter ces 50 millions de tonnes à grande vitesse sur le marché mondial. Bien sûr, pour cela, il faudra transformer le minerai de fer en acier. Mais la question qui se pose est à quel prix? Il est impossible de garantir que le prix de l'acier restera élevé sur le marché mondial d'ici 2040. Si les prix chutent ou si la demande d'acier baisse, ce sera une énorme perte d'argent. Le processus de purification du minerai de Rajbet nécessitera une quantité colossale d'eau.
Mais ce n'est pas tout. Pour que le projet puisse atteindre sa pleine capacité de production, il est prévu d'utiliser ce qu'on appelle un slurry pipeline. Un pipeline qui permet de transporter le minerai sous forme de boue. Oui, vous avez bien compris, de la boue. Et toute cette opération, aussi complexe soit-elle, va encore augmenter la consommation d'eau à un niveau jamais vu. Par an, ce projet pourrait gaspiller plus de 3 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est absolument gigantesque. Rappelons qu'en Algérie, l'eau est une ressource rare, surtout dans les zones désertiques. Et cette eau, plutôt que de la gaspiller pour un projet aussi incertain, pourrait bien servir à d'autres besoins bien plus pressants. Elle pourrait étancher la soif de 40 000 personnes ou être utilisée pour l'agriculture saharienne. En plus, on pourrait la rediriger vers des projets d'énergie renouvelable, réduisant ainsi notre dépendance au gaz naturel. Mais non, on préfère miser tout cela sur Rajbet, un projet qui relève d'un énorme coup de poker. Tebboune semble jouer avec les richesses du pays, notamment le gaz et l'eau, comme si l'avenir du pays n'avait pas plus de valeur que des jetons à la roulette. Et tout cela sans aucune certitude, sans aucune garantie que ce projet sera rentable. En réalité, il n'y a aucune étude sérieuse, ni la moindre expertise qui pourrait nous prouver que Rajbet générera des bénéfices. C'est tout simplement impossible. Ce projet, c'est une véritable bombe à retardement financière. Entre 5 et 6 milliards de dollars pour l'eau, 6 milliards pour le train, et n'oublions pas la déphosphoration, ce long processus pour purifier le minerai de fer qui va coûter environ 1,5 milliard de dollars par an. Ça fait une somme astronomique. Une somme pour laquelle on se pose la grande question. Pour quel retour sur investissement? Parce qu'à ce rythme, on se demande quand on pourra même commencer à exploiter ce projet. Il faudra probablement attendre jusqu'en 2040 pour espérer pouvoir l'exporter. Mais même à ce moment-là, on n'a aucune garantie que ce minerai sera réellement commercialisable. C'est une prise de risque monumentale, une vraie aventure pour les finances de la nation. L'argent de l'État ne peut pas être jeté ainsi dans l'incertitude. D'ici 2040, on peut imaginer que tout peut changer. Ce sont encore entre 10 et 14 ans d'attente. Pendant tout ce temps, près de 30 milliards de dollars seront engloutis. Et sur cette somme, entre 5 et 6 milliards seront uniquement consacrés au transfert de l'eau. Et après tout cela, on devra encore attendre 15 ans pour que le projet atteigne sa pleine capacité de production. Un investissement risqué, vraiment. En économie, chaque risque doit être calculé. On n'investit pas des sommes énormes sans avoir un scénario positif qui justifie cet argent. Et encore, il ne s'agit pas seulement d'argent. L'eau, le gaz, ce sont des ressources nationales précieuses qui ne durent pas éternellement. Il n'y a pas d'eau infinie en Algérie, tout comme il n'y a pas de gaz éternel dans le sous-sol. Ce projet, c'est clairement un coup de poker risqué, extrêmement risqué et franchement dangereux. L'argent partira en fumée, tout comme l'eau et le gaz. Et au final, pourquoi? Pratiquement aucun retour sur investissement, si ce n'est une perte sèche. Tous les experts sérieux et crédibles vous le diront, ce projet n'a aucune chance d'être rentable et ne présente aucun intérêt. Pourquoi s'acharner sur une telle entreprise alors que des projets beaucoup plus structurants, réalisables avec bien moins de fonds et bien plus rapidement existent? C'est là que vous intervenez. Partagez massivement cette émission. Faites entendre la voix de ceux qui osent critiquer. Faites en sorte que les autorités algériennes comprennent enfin que des gens comme Djeloul Slama et bien d'autres experts algériens tentent de tirer la sonnette d'alarme face à ce gouffre financier. Un projet gigantesque qui pourrait mettre en péril les équilibres économiques et financiers du pays. Ce projet, c'est un véritable piège qui pourrait non seulement aspirer les ressources de l'Algérie, mais aussi aggraver son instabilité. S'il vous plaît, aidez-nous en partageant ces arguments scientifiques et économiques. Ce sont des faits vérifiables, même s'ils sont encore ouverts au débat, mais ce sont des faits concrets sur lesquels on peut se baser pour une analyse logique. Il est grand temps de démystifier ce projet, de le stopper, voire de le transformer avant qu'il ne soit trop tard.